Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau webinaire de Créaform Ingénierie sur la gestion dimensionnelle. Donc, comme vous devez déjà le savoir, le sujet de la présentation aujourd'hui va être les symboles modificateurs. Donc, c'est sûr, c'est un sujet qui est assez spécifique, mais les symboles modificateurs, on les retrouve quand même dans la plupart des dessins, puis ils peuvent quand même avoir un bon impact sur le coût et la fonctionnalité d'une pièce. Donc, ça reste quand même assez important de bien comprendre leur signification, puis c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, en passant sur la plateforme du webinaire, vous devriez avoir un endroit où vous pouvez cliquer pour pouvoir poser des questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions pendant le webinaire, écrivez-les, puis on va essayer d'y répondre à la fin de la présentation. Donc, aujourd'hui, on va être deux présentateurs. En ce moment, c'est Cédric qui parle. Donc, je me présente rapidement. Je travaille pour Créaform Ingénierie en tant qu'analyste en gestion dimensionnelle. J'ai une formation en technique de génie aérospatial, puis un peu plus de 8 ans d'expérience dans l'application pratique des notions de GD&T et de gestion dimensionnelle. Mon expérience provient principalement des secteurs de l'aéronautique et du ferroviaire. Puis comme vous pouvez voir à l'écran, je vais être accompagné aujourd'hui de Paul Arthur. Paul travaille aussi pour Créaform, mais dans la division des services métrologiques. Il a une formation d'ingénieur en mécanique et il a accumulé plusieurs années d'expérience dans le secteur de la production alimentaire, donc entre autres dans le contrôle qualité des processus, avant de se joindre à l'équipe de Créaform en tant qu'expert métrologie 3D. Donc, juste avant de tomber dans le vif du sujet, je vais vous présenter rapidement Créaform. Donc, Créaform, c'est une grande équipe. Il y a des bureaux, il y a 4 bureaux à Lévis, Laval, Sainte-Claire et Irvine en Californie. Ici, on voit un peu la façon dont on est structuré. Donc, comme vous voyez, Créaform fait partie d'une plus grande compagnie qui s'appelle Ametec, qui a racheté Créaform en 2002. Puis, du côté de Créaform, on a encore une fois plusieurs divisions. La plus connue, je pense, c'est vraiment celle des technos, qui comprend tout le développement des instruments et des scanners que vous voyez à l'écran. Puis dans les autres divisions, on a aussi celle des services métrologiques, donc justement celle dans laquelle Paul travaille. Puis les services métrologiques, eux, touchent à tout ce qui concerne inspection, contrôle qualité, scan 3D de pièces. Puis la dernière division qu'on a aussi, c'est probablement la moins connue, celle des services d'ingénierie. Donc, les services d'ingénierie, on voit sur cette slide-là l'ensemble des services que les services d'ingénierie offrent. On n'ira pas dans le détail de chacun, mais on voit quand même que l'offre est répartie de façon assez large sur l'ensemble du processus de développement d'un produit. Donc, on a vraiment un support qui part de la phase de design jusqu'à la mise en production. Puis, on voit au milieu la gestion dimensionnelle en encadré, qui est un grand sujet qui inclut, entre autres, les notions qu'on va parler aujourd'hui. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les webinaires précédents, là, on veut juste vous rappeler, ils sont tous disponibles sur le site Internet de Créaform Ingénierie dans la section Nouvelles. Vous avez l'adresse en bas de l'écran pour ceux qui aimeraient aller y jeter un coup d'œil. Puis ça inclut aussi la présentation d'aujourd'hui qui va être enregistrée. Puis le lien devrait vous être envoyé par email dans les prochains jours, une fois que la présentation va être terminée. Donc, pour l'agenda de la journée, en fait, de la présentation, en fait, pour les besoins de la présentation d'aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris plusieurs exemples de cas typiques qu'on voit le plus souvent dans la plupart des designs. Puis, pour chacun de ces exemples-là, on va commencer par expliquer l'objectif de ce symbole-là dans la norme, donc leur raison d'être. Ensuite, on va regarder un peu plus la façon dont on doit les utiliser et les interpréter. Puis finalement, on va aussi parler du contrôle de ces pièces-là. Donc, entre autres, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que le choix de mettre ou ne pas mettre implique dans l'inspection de ces pièces-là. Donc, si on ramène le petit schéma des différentes étapes de la gestion dimensionnelle qu'on a utilisé dans les dernières présentations, celle d'aujourd'hui va vraiment faire le lien entre deux des grands sujets, le langage GD&T et l'inspection. Donc, les symboles modificateurs. Il y en a plusieurs, là, on les voit à l'écran. On peut les retrouver à plusieurs endroits dans un dessin. Puis la raison pourquoi est-ce qu'on les utilise, le plus important, c'est pour avoir une description géométrique la plus fidèle possible à la fonctionnalité de la pièce, donc à la réalité. Comme on a parlé rapidement dans le premier webinaire, la raison pourquoi est-ce qu'on insiste sur le fait d'avoir la définition la plus exacte possible de nos tolérances, c'est parce qu'on veut éviter, premièrement, de rejeter des pièces qui pourraient être bonnes, donc possiblement perdre de l'argent, ou encore éviter d'introduire sur notre ligne d'assemblage des pièces non fonctionnelles et potentiellement causer des arrêts de production. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux symboles en haut de la liste, qui sont probablement les plus populaires, le maximum matière et le minimum matière. Donc,
À partir de ces deux symboles-là, on peut voir 4 cas d'utilisation typiques. La raison pour ça, c'est qu'ils peuvent être appliqués soit à la grandeur de la zone de tolérance, comme on peut voir à gauche, ou soit à un datum, comme dans les deux exemples à droite. On va les regarder en détail avec des exemples concrets durant la présentation, mais juste pour vous donner une petite idée d'exemple d'utilisation typique, on va voir la condition maximum matière, qui elle est souvent utilisée pour éviter que deux pièces entrent en contact, donc éviter une interférence. On va voir la condition minimum matière, qui elle est plus souvent utilisée pour s'assurer de conserver un mur minimum de matière entre deux features sur une pièce. On va voir aussi la frontière maximum matière, qui, elle, c'est un peu plus compliqué. On va l'utiliser quand on a un datum qui a une grandeur, comme un trou ou une slot, par exemple, puis qu'on a le droit d'utiliser le jeu que ce datum-là va créer pour mieux positionner la pièce lors de l'assemblage. Puis, on a aussi la frontière minimum matière, qui est aussi quand on a un datum qui a une grandeur, mais dans ce cas-ci, on veut garder le minimum de matière, on va l'utiliser quand on veut garder le minimum de matière autour de ce datum-là. Donc, dit comme ça, c'est sûr que c'est encore très abstrait, là, mais inquiétez-vous pas, ça va se clarifier quand on va regarder les exemples dans les prochaines slides. Donc, pour faire ça, on va encore une fois utiliser le même assemblage que dans les webinaires précédents, notre fameuse suspension de 4 roues. On a sélectionné 3 pièces dans l'assemblage qui présentaient chacune un cas typique d'utilisation d'un des modificateurs, d'un des scénarios. Puis on va plonger dedans un par un pour expliquer ce que le symbole vient faire dans chacun des cas. Donc, le premier cas, c'est la condition maximum matière. Donc, comme on a dit un peu plus tôt, quand le symbole M est attribué à la grandeur de la zone, comme on peut voir dans le haut, en haut à droite de l'écran, ça va être surtout pour éviter une interférence entre deux pièces. Et pour illustrer ça, on va regarder le pattern de trou qui fait le lien, qui fait la connexion entre la pièce grise et la pièce jaune. Donc, la façon que cette connexion-là, cette interface-là fonctionne, c'est qu'on va venir serrer la pièce grise sur la pièce jaune en utilisant une tapping bar, donc la pièce en mauve en dessous. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va avoir des filets seulement que dans la tapping bar et dans les deux autres pièces au-dessus, ça va être un trou de passage pour le boulon. Donc, pour bien comprendre ce qui se passe, là, on va regarder la connexion avec une vue de coupe comme ça. Donc, en passant, ce type de connexion-là, c'est assez commun là, quand on a un boulon qui vient se fisser dans un filet, qu'on a une ou plusieurs pièces avec des trous de passage sur le dessus. Ça se retrouve assez souvent dans la plupart des designs. Puis en ce moment, on montre le cas avec une seule pièce, mais ce serait la même chose s'il y aurait plus qu'une pièce avec des trous de passage sur le dessus. Donc, ce à quoi ça sert, c'est bon. On va ici laisser passer le boulon pour venir serrer les pièces. Donc, si on se concentre sur cet exemple-là sur le tolérancement du trou de dégagement dans la pièce jaune. Et ce qu'on veut éviter, c'est que sa position soit tellement décalée que ça va venir créer une interférence avec le boulon, comme ça, donc empêcher son installation. Puis pour éviter ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir définir une tolérance de position sur le pattern de trou, comme ça. Puis concrètement, ce que cette boîte de tolérance-là va faire, c'est de venir définir une zone de tolérance autour de l'axe de notre trou. Donc, une fois que ça c'est fait, on va avoir l'assurance que tant que la grandeur de cette zone de tolérance-là, en passant, est donnée par le chiffre qui va être inscrit dans la boîte de tolérance. Donc, une fois que ça c'est fait, on va avoir l'assurance que tant que l'axe de notre trou reste à l'intérieur de sa zone de tolérance, on n'aura jamais une interférence entre notre trou puis notre boulon, dans aucun des cas. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas vraiment ça qui se passe. Dans la vraie vie, le diamètre de notre trou de dégagement dans la pièce jaune ne sera jamais parfait. Donc, parfois, il va être plus petit, parfois, il va être plus grand. Donc, disons qu'on prend un exemple où il est plus grand, comme ça. En réalité, ce que ça veut dire, c'est qu'on pourrait permettre que notre axe de trou sorte légèrement de sa zone de tolérance, comme ça, puis sans que ça vienne nous créer une interférence avec le boulon. Donc, c'est à ce moment-là que notre symbole modificateur M devient intéressant. Donc, ce que ce symbole-là va venir faire, c'est qu'il va venir lier la grandeur de la zone de tolérance avec la grandeur du diamètre de notre trou. Donc, plus notre trou va être grand, plus la zone de tolérance va être grande elle aussi. Donc, dans ce cas-ci, ça ressemblerait un peu à ça. On va venir agrandir la zone de tolérance parce qu'on vient d'agrandir le diamètre du trou. Ça veut aussi dire que si on se retrouve dans une situation où on a une pièce qui est non conforme, par exemple à cause d'une erreur de position sur notre trou, mais que la tolérance sur le diamètre de notre trou nous autoriserait à percer plus grand, on va avoir le droit de venir agrandir, repercer notre trou pour l'agrandir, puis gagner de la tolérance en position pour ramener notre pièce conforme. Donc, on s'entend que dans la plupart des cas, c'est beaucoup plus facile d'agrandir le diamètre d'un trou que d'essayer de corriger sa position.
Puis dans un cas comme ça, où la seule fonction de notre trou, c'est de servir d'un trou de passage, ça fait 100% du sens qu'on puisse agrandir un peu le diamètre pour corriger une légère erreur de position. Puis c'est ça que le petit symbole vient communiquer dans ce cas-ci. Donc, prochaine slide. Maintenant qu'on comprend un peu le concept que le symbole maximum matière sert à créer une espèce de relation entre le diamètre du trou et la grandeur de la zone de tolérance, on va pouvoir ajouter des chiffres à tout ça pour voir comment tout ça s'interprète un peu plus concrètement. Donc, ce que le symbole M veut dire, c'est que la tolérance de 0,5 qu'on voit à l'écran s'applique quand le diamètre du trou est à son maximum matière. Dans le cas d'un trou, il faut faire attention. La condition dans laquelle il y a plus de matière, c'est pas quand le trou est à son plus grand, c'est quand le trou est à son plus petit possible. Donc, autrement dit, dans notre cas, quand le diamètre de notre trou va être à 10,75, ça veut dire que c'est là qu'on va avoir le plus de matière sur notre pièce. C'est aussi là que notre tolérance de 0,5 va s'appliquer. Donc, c'est ça que le petit symbole M veut dire. Puis ensuite de ça, plus le diamètre de notre trou va s'éloigner de notre maximum matière, plus notre zone de tolérance va s'agrandir. Donc, par exemple, si le diamètre de notre trou est 0,1 plus grand à 10,85, notre zone de tolérance va elle aussi être de 0,1 plus grand à 0,6. Puis on va pouvoir continuer comme ça jusqu'à la tolérance, jusqu'au diamètre maximum autorisé par la tolérance de notre trou. Donc, ça fait pas mal le tour sur le concept du maximum matière. Puis là, je vais laisser la parole à Paul qui, lui, va nous parler un peu plus de la réalité. Concrètement, qu'est-ce qui se passe avec un maximum matière dans la vraie vie? Fait que voici à quoi ressemblerait la pièce réelle, mettons à droite. Puis à gauche, on aurait le dessin 2D qui serait fourni, par exemple, par un client ou l'ingénieur. Puis ça ferait vraiment la référence de l'inspection comme telle. Fait que si on fait un petit zoom sur le dessin 2D, on s'aperçoit que sur le pattern de 8 trous qui se retrouve en haut, on est venu appliquer un symbole de condition maximum matière. Fait que comme l'avait mentionné Cédric, on peut venir faire le calcul du trou quand son diamètre est à son plus petit. Fait que dans ce cas-ci, ça serait 10,75 mm. Fait que ça veut dire qu'à 10,75 mm, on aurait une tolérance maximale de 0,5 sur le positionnement. Et puis, à mesure que le trou grossit, donc il va partir de son 10,75, devient un peu plus gros, on se permet un peu plus de bonus de façon proportionnelle. Donc, ici, on montre un exemple qui est tiré de notre module VXInspect de la suite de logiciels de Créaform. Fait que pour ceux qui ne savent pas, c'est un module d'inspection qui est utilisé. C'est un logiciel qui est utilisé surtout pour l'inspection de mèches par rapport à des CAD nominaux. Donc, ce qu'on voit à l'écran en bleu, ça c'est vraiment le maillage ou la mèche comme telle qu'on a obtenu par exemple suite à un scan de la pièce réelle. Et aussi, ce qui est présent dans le programme d'inspection, c'est le CAD ou le dessin d'ordinateur qu'on n'a pas montré dans cette photo-là, mais qui est bel et bien présent dans l'inspection. Donc, ce qu'on voit dans cet exemple-ci en ce moment, c'est un peu ce dont Cédric parlait, mais au début, on va le montrer sans MMC appliqué. Donc, juste dans la condition par défaut, qu'on appelle en anglais « regardless of material size ». Donc, on n'est pas venu pour l'instant appliquer de MMC. Puis ici, je montre deux cercles comme exemple. Fait qu'on a cercle 5 et 7, qui, comme on voit, ils dévient d'un peu plus que 0,5 mm, ce qui fait qu'ils ne sont pas bons comme tels. Ils ne passent pas l'inspection. Fait qu'on va essayer d'un peu mieux comprendre ce qui se passe avec ce schéma simplifié de la situation. Fait que les cercles bleus foncés qu'on voit, ça représenterait par exemple des pins d'une jig d'inspection. Et puis ici en ce moment, ce qu'on voit, c'est le cas où est-ce que tout est parfait. Mais en réalité, comme on a vu dans la photo précédente, les trous 5 et 7 ont été percés un peu trop gros et décentrés, comme suit, évidemment, de façon un peu plus exagérée pour le visuel. Et donc, c'est à noter que les diamètres, ils passent. Les diamètres sont bons comme tels. Ils étaient d'environ 11,22 mm et on se permet 11 plus ou moins 0,25. Donc, les diamètres des trous comme tels sont bons. Par contre, lorsqu'on vient rajouter le call-out de position,
qui a une tolérance de 0,5 sans bonus, ben là, on s'aperçoit qu'il faut d'abord grossir les pins d'inspection, puis on voit que là, ça passe plus. Mais là, on se dit que peut-être cette pièce-là, on est juste intéressé à ce que ce soit des trous de passage et on ne voudrait pas nécessairement rejeter une pièce de même. Fait que c'est là l'avantage d'utiliser un symbole MMC, maximum matière. Fait que dans ce cas-ci, c'est ce qu'on a fait. Tous les chiffres restent pareils. Fait que les X, Y, Z, les déviations sont toutes identiques à l'exemple juste d'avant. C'est tout pareil, il n'y a rien qui a changé. La seule différence, c'est que là, on se permet un bonus sur le positionnement parce que ces trous-là, ils ont été percés un peu trop gros. Et donc, si on fait le calcul, en fait, on voit qu'on a, dans ce cas-ci, environ 0,47 mm de bonus comme tel. Et donc, ça nous donne une tolérance totale d'environ 0,97 mm sur la position. Fait que si on retourne au schéma un peu pour voir ce qui se passe, lorsque on applique le GD&T de positionnement avec le MMC, toutes les pins d'inspection rapetissent en diamètre. Fait comme vous pouvez voir là. Puis si on faisait le calcul, le diamètre de ces pins-là serait à la condition virtuelle des trous, c'est-à-dire 11 moins 0,25 moins 0,5 mm. Fait qu'il serait à 10,25 mm de diamètre, toutes les 8 pins. Puis c'est ça, c'est la condition virtuelle des trous. Puis évidemment, là, ce qu'on voit, c'est que ces mêmes trous, ils passent l'inspection. Puis ce qui est le fun du MMC, c'est que ça donne souvent la possibilité d'utiliser des gabarits physiques rigides pour l'inspection. Vu que une fois que le dessin est spécifié, la condition virtuelle des trous, ça dépend pas, ça change pas. Ça dépend pas des déviations réelles. Donc ça, c'est un des avantages d'utiliser MMC aussi. C'est important de mentionner toutefois que des fois, on veut éviter d'utiliser le MMC. Comme par exemple, dans ce cas-ci, on l'a exagéré un peu, mais il faut noter que ça risque d'introduire un peu d'imprécision dans le montage. C'est pour ça que c'est essentiel de définir le rôle fonctionnel d'une pièce d'avance et de déterminer si en fait on peut se permettre plus de jeu ou non. Fait que ça conclut un peu le premier exemple. Parfait. Donc, on est maintenant rendu au deuxième, la condition minimum matière. Donc, c'est la même chose, c'est un L appliqué à la grandeur de la zone de tolérance. Donc, si vous vous rappelez un peu ce qu'on a dit au début, donc un des cas d'utilisation typique de ce symbole-là, c'est pour s'assurer de protéger un minimum de matière sur notre pièce. Donc, en avant de nous, ce qu'on a, c'est une pièce moulée avec les surfaces qui sont usinées montrées en bleu. Donc, ce qu'on veut s'assurer dans cet exemple-là, c'est de conserver une épaisseur minimum de matière sur les murs qu'on voit entre le gros diamètre usiné et les surfaces moulées tout autour. Donc, pour bien comprendre ce qui se passe, on va regarder la pièce avec une vue de coupe comme ça. Là, on va venir tracer en bleu nos surfaces usinées. On va venir aussi tracer en mauve nos surfaces moulées pour bien les voir. Puis on va aussi venir illustrer l'épaisseur minimum du mur qu'on veut conserver en hacherie rouge comme ça. Donc, on sait déjà que nos surfaces moulées vont varier. Ça, on ne peut pas l'éviter. C'est sûr que ça va avoir aussi un impact sur notre épaisseur minimum de mur, mais l'exemple sur lequel on veut se concentrer aujourd'hui, c'est vraiment le tolérancement de notre trou machiné. Donc, pour contrôler la position de ce trou-là, encore une fois, on va utiliser une tolérance de position. Donc, comme dans le premier exemple, avec nos trous de passage, ce que le requis va venir faire, c'est venir définir une zone de tolérance cylindrique autour de l'axe de notre trou. Puis, on va après ça avoir l'assurance que tant que notre trou reste à l'intérieur de cette zone de tolérance-là, on va venir affecter le mur minimum de matière qu'on veut avoir. Sauf que, encore une fois, dans la vraie vie, des trous parfaits au diamètre constant, ça n'existe pas. Donc, dans ce cas-ci, si on imagine que le trou est plus petit, comme ça, ce que ça veut dire, ce qu'on va se rendre compte, c'est que notre trou pourrait être, encore une fois, un peu plus décalé de la zone de tolérance initiale qu'on avait définie, puis ça ne viendrait pas affecter le mur minimum de matière. Donc, c'est là que le symbole L va venir
va devenir intéressant. Ce que le symbole L va venir faire, c'est qu'il va venir ajuster la grandeur de la zone de tolérance de façon inversement proportionnelle à la grandeur du trou. Donc, plus que notre trou va être petit, plus que la grandeur de la zone de tolérance va être grande. Donc, un peu comme ça. Comme vous l'avez compris, c'est exactement l'inverse du symbole de maximum matière. Donc, comme on a fait avec l'exemple précédent, on va venir mettre des chiffres sur cette tolérance-là. Donc, disons qu'on a un diamètre de 50 plus ou moins 0.25 avec une tolérance de 0.2 avec le symbole modificateur L. Donc, ce que ça veut dire, c'est que notre tolérance de 0.2 doit s'appliquer lorsque notre diamètre est à son minimum de matière. Donc, L pour Least Material Condition. Donc, encore une fois, il faut faire attention. Le minimum de matière, c'est pas quand notre trou est à son plus petit, c'est quand notre trou est à son plus grand. Donc, dans notre cas, quand notre trou va être à 50,25, c'est là qu'on va avoir le moins de matière sur notre pièce. C'est là que notre tolérance de 0.2 va s'appliquer. Donc, ensuite de ça, c'est le même principe qu'avec la condition maximum matière. Plus notre trou va s'éloigner de la condition qui est décrite dans la boîte de tolérance, plus notre zone de tolérance va s'agrandir. Donc, si on s'éloigne de 0.1, notre zone de tolérance va s'agrandir de 0.1. Et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on arrive au diamètre minimum autorisé sur le dessin pour notre trou. Donc, c'est un peu ça le principe théorique pour la condition minimum matière. Puis, je repasse la parole, Paul, pour parler de l'application, comment est-ce qu'on inspecte ça. Ouais, fait qu'on va encore une fois faire une analyse réelle sur la pièce à droite avec le dessin 2D qui est montré à gauche, juste pour vous montrer un peu l'effet de la condition minimum matière. Donc, on fait un petit zoom sur le dessin. On s'aperçoit qu'en bas à droite, on est venu appliquer un symbole LMC sur, dans le fond, le trou interne de 50 mm de diamètre. Et comme l'avait mentionné Cédric, la condition minimum matière dans ce cas-ci, c'est quand le trou est à son plus gros, soit de 50,25 mm. Si on avait une pin, ça serait le contraire, quand la pin est à sa plus petite. Mais dans ce cas-ci, avec un trou, c'est quand il est à son plus gros. Fait que ça veut dire qu'à 50,25 mm de diamètre, on se permettrait une déviation maximale de 0,2 mm. Et au fur et à mesure que le trou rapetisse, ben, on vient ajouter un peu de bonus sur la position, de façon proportionnelle, évidemment. Fait que, si on retourne encore une fois dans notre logiciel de VX Inspect, on va examiner le même exemple, mais d'abord sans LMC, juste pour vous montrer un peu dans la condition par défaut ce qui se passe. Fait qu'on s'aperçoit qu'en ce moment, la pièce réelle qui a été scannée dévie de 0,4 mm, ce qui est évidemment plus gros que 0,2 mm maximum. Et donc, la pièce comme telle, elle ne serait pas bonne. Là, on a préparé un autre petit schéma juste pour vous montrer ce qui se passe. Fait en ce moment, ce qu'on voit, c'est la condition idéale, la condition parfaite, rien dévie. Puis la ligne pointillée en rouge que vous voyez, ça représente la frontière minimum qu'on ne voudrait pas que le trou dépasse parce qu'on ne veut pas que l'épaule ou le feature devienne trop mince. Fait que dans notre cas, en réalité, de façon exagérée un peu ici, notre trou se trouve à être plus petit en diamètre et aussi il dévie de l'axe central idéal. Mais on se rappelle encore une fois que le diamètre comme tel, le diamètre est bon. Il respecte le 50 plus ou moins 0,25 mm. Il est autour de 49,76 mm. Donc, le diamètre est correct comme tel. Par contre, quand on vient ajouter un call-out de GDNT de position sans LMC, il faut venir rapetisser la frontière proportionnellement, comme vous voyez là, proportionnellement à la grosseur du trou. Fait que là, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, ça ne passe pas avec cette nouvelle frontière. Fait que si on vient à la fenêtre de VX Inspect, cette fois-ci, le seul changement qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un call-out de LMC, comme vous voyez là. Tous les chiffres, encore une fois, demeurent pareils. Mais là, ce que ça nous permet, cette condition minimum matière, c'est que ça nous donne du bonus, vu que le trou est plus petit. Dans ce cas-ci, le bonus, ça serait de 0,48 mm et la tolérance serait de 0,68. Donc, c'est le 0,48 plus le 0,2 de base.
Fait que si on retourne au schéma encore une fois avec cette nouvelle situation, c'est le même trou, comme j'ai dit, mais quand on vient ajouter la condition minimum matière, ce que ça nous donne, c'est que on se donne en fait un jeu constant de 10 mm de bordure. Fait qu'en notant que le trou central, il dépasse pas cette frontière-là et que évidemment son diamètre reste en dedans du 50 plus ou moins 0,25 mm, le trou passerait l'inspection. Bon, une contre-indication au LMC. Dans un cas où on voudrait s'assurer qu'on ait un fit facile entre deux pièces, un assemblage facile, vu que le modificateur LMC ne garantit pas de dégagement comme le MMC, on pourrait au final se ramasser avec un montage assez serré. Donc, par exemple, ici, le tube orange, il y aurait potentiellement beaucoup de misère à rentrer dans l'assemblage. Fait que gardez en tête encore une fois que le LMC est quand même utilisé pas mal plus rarement que le MMC. Fait que ça conclut un peu le deuxième exemple. Parfait. Merci, Paul. On est déjà rendu au troisième et dernier exemple qui va être un peu différent des autres. Donc, comme vous pouvez voir en haut à droite, cette fois-ci, le symbole, c'est le même symbole M, mais cette fois-ci, il est appliqué à un datum au lieu d'être appliqué à la zone de tolérance comme dans les deux exemples précédents. Donc, pour illustrer celui-là, on a choisi d'utiliser un assemblage entre le disque de break puis le hub de roue. Donc, pour bien comprendre comment est-ce que cet assemblage-là fonctionne, faire un petit zoom comme ça. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que notre disque de break est localisé sur notre hub de roue par le gros diamètre au centre. Okay? Puis ensuite de ça, on va avoir 4 trous tout le tour qui vont servir sur notre disque de break, qui vont servir de trous de passage pour laisser passer des boulons qui vont venir par la suite se visser dans le hub de roue pour fixer les deux pièces ensemble. Donc, schématiquement, ça ressemblerait un peu à ça. Donc, en premier, on va venir déposer le disque sur le hub de roue, comme ça. Puis, en ce moment, ce qui localise notre disque de gauche à droite, c'est vraiment le gros diamètre au centre. C'est vrai, ça peut paraître un peu étrange de dire que c'est le gros diamètre qui localise la pièce avec ce qu'on a à l'écran en ce moment parce qu'il y a quand même beaucoup de jeu entre les deux pièces. Dans la vraie vie, c'est sûr qu'on aurait un fit beaucoup plus serré entre les deux pièces, surtout si on veut s'en servir comme élément de localisation, mais dans ce cas-ci, on a juste exagéré le gap entre les deux pièces pour illustrer le concept. Donc, une fois que nos deux pièces sont en contact, il n'y a rien qui va nous empêcher de venir utiliser ce jeu-là entre les deux datums pour venir replacer la pièce grise dans le but d'aligner nos trous de boulons pour venir s'assurer qu'on va être capable d'installer les boulons. Donc, ce que ça veut dire au niveau de notre tolérance de position de trou dans la pièce grise, c'est que si on se retrouve avec une pièce où tous les trous sont décalés dans la même direction, qui ressemblerait un peu à quelque chose comme ça, ben, on va encore une fois avoir le droit de venir redéplacer notre pièce comme ça pour venir recentrer nos trous de boulons avec les trous de passage avec les trous filetés des boulons. Donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'on n'est pas obligé de garder les deux diamètres de datum centrés. On a le droit d'utiliser ce jeu-là pour positionner les éléments qu'on tolérance par rapport à ces datums-là. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, par contre, c'est que la grandeur de notre datum peut toujours varier elle aussi. Donc, dans un cas comme ça, si on a un datum, vous voyez, qui est plus petit comme ça, ce qu'on va se rendre compte, c'est que plus que notre datum va être petit, moins qu'on va avoir de jeux résiduels qu'on va pouvoir utiliser pour venir repositionner la pièce grise par rapport à la pièce mauve. Ce qu'il faut pas comprendre aussi, c'est que ça va aussi s'appliquer à l'orientation de notre feature. Donc, si on a un trou, je l'ai montré, et qui est en angle un peu comme ça par rapport à la surface de contact entre les deux pièces, on se rend bien compte que ça va aussi empêcher d'utiliser un certain jeu entre les deux datums pour venir positionner la pièce. Donc, ce qu'il faut comprendre, la différence entre les deux premiers exemples puis celui-là, c'est que on va devoir faire attention à l'orientation de notre datum, en plus de faire attention à sa grandeur quand on parle de frontière maximum matière au lieu de condition maximum de frontière. Donc, je vais laisser, encore une fois, Paul nous expliquer comment est-ce qu'on mesure ça, ces pièces-là. Fait que dans cet exemple-ci, on voit que sur le dessin 2D, on est venu spécifier un M sur le B.
ce qui représente, comme le dit Cédric, la frontière maximum matérielle. Fait qu'on pourrait faire le calcul comme suit. Ça serait le 73 mm qui est le nominal du datum B, moins le 0,5 qui est la tolérance sur son diamètre, moins le 0,5 qui est le bonus à MMC. Donc, ça donne un total de 72 mm. Fait que dans notre logiciel VX Inspect, on a scanné la pièce réelle encore une fois, comparé au cas nominal. Puis ici, on montre l'exemple sans MMB, sans MMC. Donc, juste regardless of feature size pour commencer, pour montrer ce qui se passe. Fait que, on s'aperçoit dans cet exemple-ci que les trous, ils passent pas. Ils sont pas bons. Vu qu'on a juste une tolérance de 1 mm. Et évidemment, leurs déviations sont plus que 1 mm. 1.2, 1.1 environ. Fait que, pour montrer un peu ce qui se passe, on a préparé un autre petit schéma. Dans ce cas-ci, encore une fois, 100 mmB pour commencer. Fait qu'on voit que nos trous sont déviés un peu en diamètre et en position. Et en ajoutant la tolérance de positionnement, il faut aussi ajuster les simulateurs de pins en conséquent. Fait comme suit. Fait qu'il y en a qui vont grossir, il y en a qui vont rapetisser, dépendamment des trous réels déviés. Puis évidemment, en ce moment, les trous, ils ne passent pas comme ça. Fait que si on revient dans VX Inspect, toujours la même inspection, sauf que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu ajouter callout MMB et MMC aussi. Donc, on est venu ajouter une frontière maximum matérielle dans l'inspection. Là, c'est très important de noter que le bonus comme tel, le bonus de tolérance, comme ici je montre deux exemples calculés, est dû seulement au MMC et non au MMB. C'est-à-dire le MMB qui est appliqué au datum B, il ne rajoute pas de bonus comme tel en termes de chiffres, mais plutôt il va nous permettre un peu de lousse lorsqu'on vient fitter ou positionner la pièce. Fait que le calcul du bonus est dû uniquement au MMC de chaque trou. Fait que on voit dans cet exemple-ci que là, les trous sont bons en réalité. Puis peut-être que vous avez remarqué aussi que les déviations de position, ils ont toutes changé, ainsi que les valeurs X, Y, Z. Puis dans ce cas-ci, c'est parce que l'algorithme de VX, il est venu partager les déviations relativement également entre les quatre roues. Mais dépendamment du logiciel utilisé, le calcul pourrait être un peu différent. Fait que, puis en fait, la philosophie de VX, c'est de garder ça simple puis d'accélérer le processus. Fait que il y a toujours juste un workflow possible d'habitude pour les algorithmes de même. Si on fait un petit zoom sur la pièce, je vais juste montrer une petite animation, là, dans le fond, ce qui se passe quand on ajuste l'alignement. C'est sûr que là, il n'y a pas tant de déviation parce que c'est une fraction de millimètre, mais on a vu un peu que en modifiant l'alignement, le datum B avec le MMB nous permet, dans le fond, un peu de lousse quand on vient fitter. Fait que c'est ça ce qui passe au niveau du logiciel. Fait qu'on va retourner encore une fois au schéma. Puis ici, on montre les trous réels déviés. Et puis, grâce au MMC, d'abord, on se permet dans le fond, on se permet de gagner du bonus. Et puis, les simulateurs de pins rapetissent en conséquent à la condition virtuelle des trous. Puis ensuite, le MMB, appliqué sur le datum B, il va nous permettre de simuler un datum B qui est fixe à sa condition virtuelle, qu'on avait calculé tantôt comme étant 72 mm. Fait qu'on voit donc que ça nous donne, dans le fond, du jeu, comme on peut voir dans l'animation, pour l'ajuster par rapport à la jig d'inspection. Et donc, là, le même pattern de trou qui ne passait pas tantôt passe maintenant. Par contre, il faut faire attention des fois. Dans certains assemblages, on ne voudrait pas introduire de déséquilibre, surtout sur un axe central qui est en train de tourner très rapidement, par exemple. C'est pour ça que, comme on l'avait mentionné, c'est toujours important d'établir la définition fonctionnelle de la pièce avant de commencer à appliquer des symboles modificateurs à la pièce.
Donc, si on fait un petit résumé de ce qu'on a vu pour les symboles modificateurs, d'abord, on utilise les symboles modificateurs pour optimiser le nombre de pièces considérées comme étant acceptables sans pour autant sacrifier leur fonctionnalité. Et donc, c'est toujours important de définir chaque pièce avant de décider d'appliquer ces modificateurs-là. En premier lieu, on a vu le maximum matière. En général, ça rend plus facile les assemblages et on l'utilise pour des clearance fits ou des trous de dégagement. Puis c'est utilisé très souvent pour les patterns de trous d'assemblage, entre autres. Puis comme je l'avais mentionné aussi, souvent on peut se permettre d'avoir des jigs physiques pour venir inspecter la pièce. Donc, ça rend l'inspection, le processus d'inspection plus facile. En prochain lieu, on avait discuté du minimum matière. Fait que ça, on peut l'utiliser quand il y a une certaine bordure à préserver. Mais comme on l'a mentionné aussi, le minimum matière est retrouvé quand même plus rarement dans les dessins que le MMC. Mais il y a quand même son utilité. Par exemple, on peut l'utiliser pour préserver une épaisseur de mur ou bien, par exemple, dans une zone stressée d'un assemblage mécanique, ça peut être intéressant à utiliser aussi. Puis finalement, par défaut, on a ce que j'ai déjà mentionné une couple de fois, regardless of feature size. Puis ça, c'est vraiment par défaut. Donc, si on n'applique pas de LMC ou MMC, ça, c'est le calcul par défaut. Puis dans ce cas-ci, la position et la taille de l'élément sont indépendants. Ce qui fait que c'est plus restrictif, mais aussi c'est un peu plus conservateur. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? D'abord, une mauvaise définition géométrique risque de rejeter des pièces qui sont en réalité fonctionnelles. Avec les symboles modificateurs, on peut clarifier la définition pratique d'une pièce. Okay. La signification d'un symbole modificateur peut changer en fonction de s'il est appliqué à un datum ou à une entité, comme on a vu avec MMC versus MMB. Puis finalement, dans le cas de MMC, en particulier, ça permet souvent l'utilisation d'un gabarit de contrôle, d'une jig d'inspection plus simple. Et donc, ça peut aider à diminuer les coûts de contrôle qualité. Fait que voilà, ça conclut un peu notre présentation aujourd'hui sur les symboles modificateurs. Fait qu'on espère que ça vous a été utile pour démêler certains concepts qui ne sont pas toujours si intuitifs. Puis aussi, juste un petit rappel sur les services que Créaform offre. On offre des formations GD&T sous forme de workshop. On offre beaucoup de support en ingénierie, développement, à la mise en production et en cours de production. Puis on offre aussi beaucoup de services de métrologie. Donc, moi, je fais partie de l'équipe métrologie. Donc, on parle de CMM portable, de scanner 3D, rétro-ingénierie, inspection de pièces et d'assemblage, ce genre d'affaires-là. Fait que, encore une fois, on vous remercie de votre écoute. Puis, on va passer maintenant à la période des questions. Fait que c'est le temps de nous poser des questions sur des choses peut-être qui n'ont pas été super claires. Oui, ça commence à rentrer des questions. Je vais ouvrir la petite fenêtre. OK. Bonjour. Tu en lire une? Oui, tu peux commencer à en lire pendant que je finis de placer mes choses. Je vais prendre le contrôle de la souris, Paul. Ouais, c'est bon. Fait que j'envoie une ici. Bonjour, pourquoi les pins de gabarit changent de diamètre lorsqu'il n'y a pas de MMC sur le trou? Ça, c'est parce que, dans le fond, je peux y répondre. Là. Puis si tu veux ajouter de quoi après, Cédric, tu peux. Vas-y, je vais retourner à la slide où est-ce que tu en parles. Ouais, c'est ça. Dans le fond, par défaut, s'il n'y a pas de MMC, par exemple, nous, mettons dans ce cas-ci, on a une déviation maximum acceptable de 0.5, peu importe le diamètre du trou. Fait que si le trou est plus gros, il faut aussi, en conséquent, grossir la pin parce que sinon, on aurait, dans le fond, on aurait du faux jeu de permis. Fait que c'est pour ça que c'est important. C'est parce que l'axe, le trou est plus gros,
mais l'axe, il ne peut pas dévier, c'est-à-dire l'axe central, il ne peut pas dévier de plus de 0,5 en toutes conditions. Fait que si on se ramassait avec des pins qui restaient avec le même diamètre et qu'on venait installer la pièce dans la jig d'inspection avec des pins plus petites qu'elles ne devraient l'être en réalité, on pourrait en fait bouger la pièce plus que ça serait acceptable. Fait que c'est pour ça qu'il faut venir grossir les pins d'inspection. Je sais pas si c'était clair ou si tu voulais rajouter de quoi, là, Cédric. Je pense que c'était clair. C'est que dans le fond, le MMC, ça permet vraiment. J'ai compris. Bon. ça permet de construire une jig qui aura des diamètres toujours constants au diamètre du trou, la condition virtuelle, la plus petite. Okay. Il y a quelqu'un qui pose la question, comment s'appelle le programme pour faire le calcul? En réalité, c'est pas le programme qu'on a montré, c'est VX Inspect, c'est le logiciel qui sert à interpréter les mesures. C'est le logiciel de mesure de Creaform. Oui, c'est ça. Fait qu'on l'utilise, c'est ça, pour les mèches. C'est surtout quand tu as un CAD, tu as un mesh, tu viens faire des programmes d'inspection dedans. Et ça fait partie de la suite de logiciels de Creaform. Il y en a d'autres. Le MMB, le calcul d'influence du MMB. Je vais la poser. Pouvez-vous aussi revenir sur le calcul de l'influence que le MMB a sur les tolérances admissibles au final sur les trous? Ouais. Tu veux-tu en parler un peu de celui-là? Ouais. Mettons, retourne donc sur la slide où est-ce qu'il y avait VX. Ouais, c'est ça. Fait que fait que si on regarde le calcul, par exemple, ouais, retourne lui que tu avais juste avant. Celui-là ici, ouais. Ouais. Puis juste clique une couple de fois pour montrer. Ouais, c'est ça, les tolérances. Fait que, par exemple, si on regarde le cercle numéro 1, fait que tu as la tolérance de base qui est 1 mm, comme tu vois sur le positionnement. Puis là aussi, le cercle il est plus gros que sa condition MMC. OK? Fait que la condition MMC, dans ce cas-ci, ça serait 10 moins 0.2, fait que ça serait 9,8 mm. Puis il se retrouve à être en réalité 10,105. Fait qu'on a un 0,305 mm de bonus grâce au diamètre plus gros du trou. Par contre, ça, c'est dû seulement au MMC, c'est-à-dire le petit M, le symbole M juste écrit à droite du 1. Il y a le symbole diamètre 1, puis ensuite il y a un petit M. Ça, c'est le MMC. Ça, c'est le calcul de tolérance, il est dû seulement à ça. Le M à côté du datum B, ça, il ne vient pas rajouter de bonus comme tel, mais c'est comme j'avais montré dans la petite animation après, c'est que ça te permet de comme shifter un peu, c'est ça, refitter la mèche entière par rapport à la jig d'inspection. C'est ça, ça va venir rebest-fitter toutes les features qu'on mesure avec ces datums-là en utilisant le jeu qu'on pourrait avoir entre les datums. Donc, on a le datum B. Comme c'est des features of size, là, peu importe le feature of size qu'on a, on va toujours avoir un certain lousse entre les datums. Parce que s'il était plus petit, on serait en press fit, ça ne rentrerait pas. Mais quand on a un feature of size qui sert d'élément de localisation, on ne s'en sort pas. Il y a toujours un certain lousse dans le positionnement entre les datums. Donc, ce que le petit M vient dire dans ce cas-là, c'est qu'on a le droit d'utiliser ce lousse-là, ce jeu-là entre nos deux datums pour best-fitter les features le mieux possible pour les faire rentrer à l'intérieur de leur tolérance. C'est ça. Mais le MMB ne va pas rajouter comme tel de bonus, par contre. C'est ça. Si on regarde, c'est pour ça ce que l'algorithme du logiciel fait, c'est qu'il va venir rebest-fitter. C'est ça. D'ailleurs, dans ce cas-ci, ça dépend du logiciel, mais il va essayer de partager relativement également les déviations dans VX Inspect. Ouais. Là, on a beaucoup de questions sur l'enregistrement du webinaire. Okay. Pour dire à tout le monde, oui, le webinaire est enregistré, il va vous être envoyé à la fin, là, dans les prochains jours. Puis les anciens webinaires aussi sont disponibles sur Internet, sur le site de Creaform Ingénierie. Je vais remettre l'adresse à l'écran, je pense. Ouais. Juste ici. Puis on a des gens aussi qui se posent des questions sur les autres symboles modificateurs. On ne sait pas exactement si on va faire des webinaires sur ceux-là aussi. Là, on se base sur comme on a dit aussi, il y a un sondage. Là, quand vous allez quitter le webinaire, on se base sur les réponses que les gens les questions que les gens nous posent dans ce sondage-là pour orienter nos choix pour les prochains webinaires.
Mais on offre aussi des services de formation complets là, on passe au travers de la norme au complet, puis on peut parler de toutes ces notions-là plus en privé avec vous si ça vous intéresse. Ouais. Il y a une question. Pour la fabrication de gabarits, on travaille plutôt avec minimum de matière. Fait que si je comprends bien, c'est la question un peu, est-ce qu'on peut utiliser des gabarits d'inspection avec une condition minimum matière? Ah. Pour inspecter des pièces qui ont des conditions minimum matière? Je pense qu'il demande est-ce que c'est possible, comme j'avais mentionné avec MMC, c'est souvent pratique de faire des jigs d'inspection, des gabarits d'inspection. Est-ce que c'est autant pratique lorsqu'on a du LMC? En fait, ce qui est certain, c'est pour tout ce qui concerne les gabarits d'outillage, quand on a un MMC, ça va toujours être plus simple de faire des gabarits parce que le fait de ne pas avoir de MMC, qui n'est pas celui-là ici, là, qui est le petit M, je ne sais pas la bonne slide. Quand on n'a pas de MMC, ça va obliger d'avoir un tooling qui va être autocentrant. En fond, qu'on va agrandir le diamètre des pins ou qu'on va avoir des pins coniques pour venir le contrôler. Donc, le fait de ne pas avoir le symbole, généralement, ça implique que le gabarit va être plus compliqué dans la plupart des cas. Oui, c'est ça. Puis juste pour ajouter, quand tu as une condition minimum matière, souvent, c'est quasiment juste possible de le calculer mathématiquement dans le logiciel. Puis même dans le guide ASME, ils vont spécifier que c'est pas très pratique pour LMC d'avoir un gabarit d'inspection. C'est souvent juste de façon mathématique dans le logiciel que ça va le calculer. Ouais. J'essaie de trier les questions un petit peu. Ouais. Continue. Il y en a une ici. Une condition MMC peut influre d'autres GD&T de l'assemblage. Condition MMC peut Je ne suis pas influre. sûr si je prends en premier celle-là. OK. Sinon, il y avait. Ouais, il y avait une question aussi qu'on avait tantôt. Est-ce qu'une jig d'inspection est suffisante pour valider un pattern de trou, par exemple? La réponse, c'est. Ben, tu veux-tu y aller? Ah, vas-y. OK. Fait que la réponse, c'est non. La jig d'inspection va venir valider le positionnement, mais c'est aussi important de valider le diamètre individuel des trous. Parce que on s'imagine l'exemple où est-ce que tes trous sont vraiment trop gros. Puis oui, ça va fitter sur le jig d'inspection, mais leur diamètre individuel comme tel, ils vont être hors tolérance du diamètre spécifié. Fait que c'est pour ça que, par exemple, les diamètres, il faut les inspecter, soit avec des pin gauge ou avec du data scan, mais il faut les vérifier séparément. C'est ça. Ouais, je pense qu'on va prendre une dernière question, puis on va terminer ça comme ça. Oh, il y a plusieurs questions qui viennent de se rajouter. Donc, on prend celle-là. Est-ce qu'on pourrait utiliser un maximum matière 0 pour donner plus de tolérance dans le diamètre des trous? Je te laisse répondre, Paul. Ouais, fait que dans le fond, si tu as la condition 0 à maximum matière, dans le fond, c'est tu shifts, dans le fond, si tu regardes, mettons, tu façonnes une pièce en réalité dans une usine, puis tu as des différents procédés, puis tu sais que ta force, c'est, mettons, le positionnement des trous, ou bien ta force, c'est en fait driller le trou à son bon diamètre, dépendamment en quoi tu spécialises, tu peux venir décider de shifter la tolérance soit plus sur le diamètre ou sur la position. Fait que si tu as un call-out ou est-ce que tu as 0 à MMC, ça veut dire que quand le trou est à son plus petit, oui, tu te permets un trou plus petit en diamètre, mais il doit être parfait à ce diamètre-là. Fait que si tu es confiant que tu es capable de vraiment avoir un bon positionnement, là, tu pourras te permettre d'avoir des trous plus petits. C'est ça. Quand on a un trou qui est purement un trou de dégagement, je pense que c'est la façon de donner le plus de liberté à la production, c'est d'avoir un 0 à MMC. Puis c'est à la personne qui va produire la pièce qui va décider si la tolérance est utilisée plus pour le diamètre du trou
ou plus pour la position du trou. Donc, la tolérance peut être répartie soit d'un côté ou de l'autre en fonction de ce qui est le plus facile pour la production, là. C'est ça. Fait que je pense que pour les autres questions, on va y répondre par courriel par la suite. Puis juste un petit rappel aussi que ce webinaire-là, il est enregistré, puis on va vous envoyer le lien à la fin. Ouais, Fait puis que, ouais, n'hésitez pas aussi, il y a le petit sondage à la fin, c'est vraiment intéressant pour nous là, de voir ce que vous avez à dire, puis ça nous aide à nous orienter pour les prochains webinaires aussi sur les sujets que vous aimeriez entendre. fait que merci beaucoup encore une fois pour votre participation, tout le monde. Puis on a notre contact aussi personnel si jamais vous avez des questions par rapport à aujourd'hui ou pour plus d'informations, il y a le site web de Créaforme aussi. Fait que ça me fait toujours plaisir d'aider. Sur ce, on va conclure ce webinaire et on vous souhaite une excellente continuation.